Le choc des titans, déjà en 8e de finale de la Ligue des Champions. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Choc des titans entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Deux des 3, 4, 5 meilleures équipes européennes qui vont s'affronter à ce stade des 8e de finale de la Ligue des Champions. Deux équipes qui sont aussi en forme, on va pouvoir en parler, on va en faire cette preview. On a fait la preview du Barça, on a fait la preview du Real, on va faire la preview du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Quel choc nous attend mercredi soir, match aller au Parc des Princes. Elton Mokolo, bonjour. Salut Romain, salut Yacine et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va ? Écoute, ça va très bien à l'orée d'un match, d'une double confrontation qui risque pour moi d'être spectaculaire. Est-ce que on enlève l'affect barcelonais, c'est la double confrontation que tu attends le plus ? Bien sûr, évidemment. Alors oui, il y a le Real Atlético qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt de par leur classement de la Liga. Mais là, il est question pour moi, 2 des 3 meilleures équipes sur le début d'année 2025. Qui dit preview du Paris Saint-Germain dit Yacine Amened. Salut Yacine. Salut à tous. Ça va ? Ouais, ça va. Ouais, on est bien. T'es impatient aussi ? Très. Très, très impatient. Ouais. Je te sens... Parce que c'est déjà sens la Ligue des Champions. Je te sens... un peu plus mesuré dans les paroles, un peu plus calme, un peu plus attentiste là. Ouais, il y a un truc qui doit se passer là. Ouais, il y a un truc qui est en train de se passer. Et on attend qu'il termine de se passer. Qui se concrétise. J'espère que tous les socios vont bien. Je le disais, je suis très heureux, très content d'être avec vous. Je remercie les partenaires du Club des 5 qui sont avec nous depuis si longtemps. Winamax, Nakima, chez qui on tourne, vous le voyez là sur mon petit verre pour ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui nous écoutent en podcast, merci d'être avec nous. On vous voit, même si on n'interagit pas, on sait que vous êtes là, soit dans les transports, soit en voiture parfois. Il y en a qui mettent le Bluetooth sur la voiture et qui écoutent leur podcast pendant que vous courez également. Il y a pas mal de gens qui sont sur leur téléphone et qui peuvent écouter des podcasts. Merci de suivre le Club des 5. Si vous voulez participer avec nous, avec toute la communauté, au débat autour de ce match-là entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, vous pouvez aller soit sur la plateforme que vous écoutez, il y a certaines plateformes qui ont ouvert des espaces commentaires. Sinon, sous la vidéo YouTube, c'est peut-être le meilleur endroit pour pouvoir discuter avec toute la commu du Club des 5. Bon, Paris Saint-Germain, Liverpool. Il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de tiroirs à ouvrir et à aller chercher. Tout à l'heure, je disais, Elton, que c'est peut-être 2 des 5 meilleures équipes européennes cette année. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que même tu resserres le curseur ? Je sais pas, top 5, top 3 depuis le début de la saison. Moi, j'ai recentré, je dirais, par rapport au début d'année 2025. Début d'année 2025 est vraiment très convaincant sur tous les terrains. Et quand j'insiste sur tous les terrains, c'est aussi bien en France, mais aussi en Europe, où il y a une deuxième partie de Ligue des Champions, où le PSG a été l'un des principaux acteurs de cette phase régulière. Et après, il y a Liverpool qui a terminé premier de la phase régulière avec beaucoup d'autorité, qui est également leader en Première Ligue, qui est en finale de Carabao Cup. Donc on a tous les éléments qui sont réunis pour voir, pour moi, 2 des 3 meilleures équipes sur le début d'année 2025. Maintenant, Romain, c'est qu'un titre honorifique. Ça ne veut rien dire parce que là, on s'avance vers... la compétition la plus importante, la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Et on sait très bien que c'est maintenant qu'il va falloir le valider sur le terrain. Bon, il se trouve que les 2 équipes se croisent très, très rapidement. Enfin, il va falloir en passer par là pour justifier ce statut. Yacine, Lucian Riquet a dit en conférence de presse samedi que ça aurait pu être une finale de Ligue des Champions. Cette affiche-là, tu étais d'accord avec lui ou pas ? Sur la forme actuelle, oui, clairement. Après, on sait que cette année, avec les classements, les tirages, c'est un peu différent. Mais oui, c'est une affiche qu'on attend parce que les 2 équipes, Liverpool depuis le début de saison, c'est c'est la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison. Mais c'est vrai que le PSG monte en puissance et finalement, ce choc, il arrive au moment où le PSG semble le plus en forme depuis longtemps. Je dirais même pas depuis le début de saison, je dirais depuis longtemps. Ils en sont à 10 victoires de suite. On va venir sur Paris Saint-Germain, mais ils sont à 10 victoires de suite. 10 victoires de suite, c'était pas vu depuis 2015-2016.
2015-2016 dans l'histoire du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, c'est la saison où tous les records un peu ont été battus. C'est la dernière saison de Laurent Blanc, celle qui aurait pu aller très loin si elle s'était pas fait boycotter par un 3-5-2 à Manchester City. mais donc en 2015-2016 c'était pas 10 victoires, c'était 16 victoires de suite qui avaient eu toute compétition confondue. Là ça en a 10, c'est la première fois depuis cette saison-là. Ouais, donc ce match il arrive au bon moment pour le PSG en tout cas. Bon, Liverpool, on a entendu 2-3 déclarations, même eux sont pas forcément super heureux d'avoir tiré le PSG, notamment en ayant fini premier. Bon voilà, c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui veut ça, mais on est impatient. Alors pour cette preview, les socios, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire un petit focus sur le Paris Saint-Germain, puis je parlerai, pour faire un lien vers Liverpool, je demanderai si c'est enfin un test pour le PSG, parce qu'il y a toujours cette petite musique du ouais, le Paris Saint-Germain est bon depuis 2 mois et demi, mais contre qui le PSG joue. Donc on fera un petit débat à ce moment-là là-dessus, et puis après on parlera de Liverpool, les forces, les faiblesses, et aussi le fait que Liverpool peut-être va avoir aussi un test énorme face à ce Paris Saint-Germain. Si on doit parler d'abord de la forme du PSG, Elton, je le disais, les 10 victoires de suite, on a surtout une impression de machine de rouleau compresseur sur les dernières rencontres. Si le Paris Saint-Germain avait coché des cases pour être dans de bonnes dispositions avant un 8e de finale de Ligue des Champions, c'est ces cases-là qu'ils auraient cochées et c'est cette situation dans laquelle ils voudraient être. Exactement, on a le sentiment que c'est une équipe qui joue de mémoire et c'est une équipe qui prend du plaisir à appliquer ce qu'elle fait. Parce que, attention, on parle d'un système qui est très énergivore avec et sans ballon. Et on a l'impression qu'ils prennent de plus en plus de plaisir et que ça se ressent sur le terrain. Parce que, passé ce qui s'était dit au mois d'octobre dernier, notamment sur les doutes, sur les questionnements par rapport au système de Luis Enrique, par rapport aux joueurs, là on a l'impression que tout converge dans le même sens et qu'on a un PSG qui est là où il veut être, à savoir une équipe qui est dominante, une équipe qui est conquérante et une équipe qui a l'ambition de s'avancer sur les 3 tableaux avec la volonté de tout gagner. Donc moi, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on voit sur la série actuelle, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, mais aussi en Ligue des Champions, et ben là, on a un PSG qui est cohérent et qui est surtout convaincant sur tous les terrains possibles. On a beaucoup parlé récemment, Yacine, du côté esthétique, beau du Paris Saint-Germain sur les dernières semaines, on peut dater ça à 2 mois et demi, à peu près le match contre Salzbourg. Peut-être que tu mettras le début de cette période faste un peu après, mais on a beaucoup parlé de cet aspect esthétique. Il y a un aspect un peu tueur aussi. Il y a un aspect méchant sur le Paris Saint-Germain là, sur les derniers matchs aussi également. Ouais, je pense qu'il est symbolisé par Ousmane Dembélé parce que en dehors de ce qu'il fait en tant que numéro 9 aujourd'hui, des buts qu'il marque, dans ses dernières déclarations, il y a cette idée qui revient de dire je prends du plaisir à marquer, on prend du plaisir à marquer, on a envie de marquer. Et on en avait déjà parlé un peu plus tôt dans la saison, Ousmane Dembélé, la frustration qu'on avait, c'était ce qu'il faisait avant le geste décisif. Et finalement, il n'y avait pas la fin. Et on avait parlé ensuite de l'attitude qui avait changé. Il y avait quelque chose dans son attitude quand il ratait des choses, quand il marquait, qui montrait qu'il était désormais focalisé là-dessus. Et je trouve qu'il symbolise un peu tout ça. Et il a emmené les autres avec lui parce que finalement, ce PSG aujourd'hui, qui est collectivement au point, quand je dis au point, ça ne veut pas dire que, encore une fois, on va voir ce qui va se passer après, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur le terrain, que ce soit défensivement, offensivement. Mais effectivement, il y a un PSG qui, depuis plusieurs semaines, ne se contente plus de mener au score, ne se contente plus d'avoir le ballon et de dire maintenant on mène, on va gérer le rythme. Et en fait, c'est un PSG qui veut achever ses adversaires, qui veut ce qu'on a un peu réclamé pendant plusieurs mois, années, et qu'on comparait souvent avec le Bayern. C'est un PSG très Bayern, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Le Bayern qui, même en Bundesliga, en colle 7, 8, 9, parce qu'ils ont décidé que le match c'est 90 minutes et que on donne tout pendant 90 minutes, ce PSG est en train de le faire sur les dernières semaines. Et ça, c'est une vraie progression dans la mentalité, dans l'état d'esprit, et comme tu dis, c'est... Ouais, alors, tueur, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG qui veut... ne pas donner d'espoir à son adversaire dans un match. Et Romain, le symbole, c'est peut-être le match à Lille, face à Lille, là, où la première demi-heure, on a un PSG qui écœure, qui non seulement étouffe le LOSC, mais qui en plus l'écœure parce que non, vous n'allez pas ressortir et il y a beau avoir 4-0, il faut que Lucas Chevalier fasse des parades de fou pour qu'il n'y ait pas 5 ou 6-0 à la mi-temps, quoi. Ah, c'est ça, il faut quand même contextualiser parce que quand on parle de Lille, on parle d'une équipe qui est quand même
Top 8 sur la phase régulière de Ligue des Champions. On parle d'une équipe de Lille qui est top 5 Ligue 1. Donc on attendait ce rendez-vous avec impatience, d'autant plus que les deux équipes vont jouer en Ligue des Champions. Et le PSG, à aucun moment, n'a laissé Lille entrer sur la première période. Et ça, c'est du mérite parce que, évidemment, beaucoup de gens vont s'attarder sur le fait que le PSG a été très très bon avec le ballon, qu'ils ont mis 4 buts. Et moi, c'est l'approche sans ballon qui a été incroyable. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de courir pour le coéquipier, cette volonté de rester compact et haut dans le camp adverse. Et ça veut dire qu'il y a une adhésion complète au travail de l'entraîneur. Et on ne s'y trompe pas quand on regarde le PSG, à savoir qu'on est sur une équipe qui, plus ça va, plus elle est sûre d'elle-même. Et c'est en ça que pour moi, on est dans une continuité. Parce que, Romain, tu l'as évoqué tout à l'heure par rapport au caractère des matchs qu'a pu jouer le PSG, manière de dire qu'il faut tempérer. Attention, pour moi, c'est un raccourci qui est bête et facile. Alors, juste, parce que ça, on va y venir juste après. J'aimerais qu'on passe à une catégorie de tactique du Paris Saint-Germain. Et après, je te promets, on revient sur l'aspect adversité. Juste d'un point de vue tactique, et je vais me tourner vers toi, Yacine. Le Paris Saint-Germain est peut-être une des meilleures équipes dans le contre-pressing cette saison. Elle va affronter une équipe qui aussi excelle dans ce registre-là. Quand Luis Enrique est interrogé ce week-end, on lui demande s'il considère qu'il est élite dans cette catégorie du contre-pressing. Il dit oui, mais on est aussi élite en possession, on est aussi élite en création d'occasion, on est aussi élite en efficacité, en récupération à la perte, etc. Est-ce que tu as cette sensation aussi que cette équipe a trouvé une cohérence et une identité dans ce qu'elle voulait faire et dans ce que son coach veut faire? Oui, clairement, parce que le contre-pressing, je pense que pour moi, hein, il était déjà là. Alors, il s'améliore parce qu'on sait que Luis Enrique le travaille énormément à l'entraînement chaque semaine, etc. Mais, et puis les matchs aidants, il s'améliore. Le contre-pressing, il est là depuis quand même la saison dernière. Il y en avait déjà. Où on a vu quelque chose, où ça se passait comme ça. Donc tu défendais à 10, donc c'était un peu plus temps de pouvoir faire un contre-pressing efficace. Mais en tout cas, on a vu des choses. Évidemment, il fait référence à Colomboigny. Oui, bien sûr. Et Donnarumma qui n'y allait pas non plus. Voilà. Donc il commençait à se mettre en place, mais on le voyait sur certaines rencontres que ça commençait vraiment à être efficace. Cette saison, il a continué à s'améliorer, mais je crois que là où il y a un vrai changement, c'est que sur la première partie de saison, en plus du contre-pressing, il y avait une possession qui était un peu extrême. Il y avait moins de vitesse dans le jeu. Et là, je trouve que depuis, toi tu disais Salzbourg, en fait c'est bizarre parce que décembre, il y a un début de changement en décembre. Notamment autour de Salzbourg, il y a eu Monaco Salzbourg, aussi. Lyon, Monaco, voilà. C'est ça les 3 derniers matchs, et avec Lens en coupe. Alors certes, il y a eu peut-être une préparation pour arriver bien maintenant, mais début de janvier, il y a quand même 2-3 matchs qui sont... Il y a Monaco en trophée des champions, Lens, Espali... et après, je crois, après Espali, ça commence à redevenir. Il y a peut-être une préparation qui a été faite, mais en tout cas, voilà, il y a 2 parties. Il y a l'avant décembre, il y a décembre où tu sens qu'il se passe quelque chose, début janvier, et là maintenant... Je trouve que le PSG sait faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Toi, tu l'évalues depuis City, en gros, c'est ça? Ouais, la deuxième mi-temps de City, pour moi, il y a une vraie bascule parce que on parlait du match de Lille, on parlait du match de Lyon. Il y a maintenant des vraies phases où le PSG joue les attaques très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en début de saison. Et après, c'est là qu'il faut voir où est-ce qu'est la patte Luis Enrique, à savoir qu'on sait que Luis Enrique l'avait déjà mis en place un peu avec le Barça, cette idée d'attaque rapide. Où est sa patte dans le sens où est-ce que c'est l'attitude de ces joueurs qui l'a poussé à les laisser jouer? Parce que, je précise juste un truc, c'est parce que aussi je pense que pendant cette période où ça a joué, ils ont continué à bien défendre. Et je pense que pour lui, c'est ça la clé. Ça veut dire que, ok, je veux bien vous laisser un peu vous lâcher. À partir du moment où vous respectez cette partie-là, ça veut dire le contre-pressing, être en place, harceler, récupérer très vite le ballon. À partir du moment où ils le font, c'est donc, est-ce que c'est lui qui les a laissés parce qu'il les a vus capables? Ou est-ce que c'est les joueurs presque qui se sont imposés ça, mais qui restent quand même capables de bien défendre? Après, Yacine, moi je pense que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et ça, pour le coup, du côté des joueurs du PSG, il y avait pour moi une logique d'adaptation à avoir. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'au final, on a beaucoup de jeunes joueurs qui doivent emmagasiner beaucoup de concepts. Parce que le concept d'avoir cette fluidité positionnelle chez Luis Enrique,
Ça, tu l'achètes pas au coin de la rue. Ça veut dire que tu dois l'apprendre. Pour un Désiré Doué, il a dû en passer par là. Pour un Barcola, il a dû en passer par là. Pour chez Joao Neves, il a dû en passer par là. Kvara est en train de passer par là Exactement, actuellement. j'ai envie de dire, parce que c'est pas quelque chose de commun ce que fait le PSG de Luis Enrique, où il y a beaucoup de changements de position. Et pour des joueurs qui... Je vais la faire courte, qui étaient dans des anciens clubs où ils étaient limite les stars du projet, dans leur poste préférentiel, la question ne se posait pas. Mais là, du côté du PSG, c'est pour ça, moi je le cite comme ça, en ce moment, c'est le Harvard du football européen. Pourquoi c'est le Harvard du football européen? Parce que tu as de jeunes joueurs qui arrivent, des jeunes avec beaucoup d'ambition sur le sol européen et qui doivent emmagasiner beaucoup de choses avec un professeur un peu particulier. Alors là, pour le coup, entre septembre et octobre, évidemment, il y a pu y avoir des interrogations qui sont légitimes. Parce que quand tu arrives dans un nouveau club, tu as une logique d'adaptation, notamment par rapport à ton club, par rapport à ta ville, et notamment par rapport à un football qui est différent. Mais une fois que tu es en train d'emmagasiner ça, et qu'en plus, c'est un lien de cause à effet entre ce que tu emmagasines et ce que tu es capable de reproduire derrière, eh ben, on est dans une logique de processus qui fait que le PSG, notamment avec ses joueurs, est beaucoup mieux qu'en automne dernier. Elton, tu me dis si je me trompe, mais quand il était au Barça, notamment les premières saisons Luis Enrique, il était critiqué justement parce qu'il amenait cette dose de transition un petit peu dans une équipe qui était, on rappelle le Barça de 2015, c'est avant d'être celui de la MSN Messi, Neymar, Suarez, c'était aussi celui de Xavi, Iniesta, c'est l'ancien Barça de Guardiola, même Tito Villanova aussi qui jouait énormément avec ces principes-là, et donc amener de la transition. C'était quelque chose d'assez nouveau quoi, dans cette ossature de joueurs-là. C'était limite une révolution. Je me souviens des paroles de Xavi après une manita du Barça à Bilbao. Ils avaient gagné 5-2. Il avait dit le centre névralgique du jeu avant, c'était le milieu de terrain. Maintenant, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais la MSN, tu regardais davantage vers l'attaque et sur la capacité à donner le ballon rapidement. Donc il fallait des mécanismes pour avoir davantage d'attaques rapides. Mais ça en découlait quoi? Ça découlait aussi de ce que tu faisais à la perte du ballon. C'était une phrase qui m'avait marqué lors de la première conférence de presse de Luis Enrique au Barça. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que pour moi, je suis absolument pas surpris par rapport à ce qu'on voit du côté du PSG sans ballon. C'était récupérer l'intensité. Parce qu'effectivement, le Barça, c'était une équipe qui, avant l'arrivée de Luis Enrique, avait perdu cette fameuse intensité à perte du ballon. Et lui, il a insisté là-dessus, manière de dire qu'il fallait courir beaucoup plus que l'adversaire pour pouvoir s'amuser derrière. Et je pense que tout à l'heure, on en parlait dans la voiture, c'est pour ça qu'il y a des signes avec 2015. Là, on est totalement dans cette idée, à savoir que oui, les joueurs sont talentueux, mais je parle sous le contrôle du coach Yacine. Fait le ballon, tu l'as 3 minutes dans le match. Et je te dis ça pour les meilleurs joueurs. Pour les meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur sur le terrain, sur les 90 minutes qu'il va jouer, si on additionne toutes les secondes où il va avoir le ballon, en moyenne, maximum, il a 3 minutes dans le match. Voilà. C'est ça. Je crois que la moyenne, c'est une 30 même. Mais... voilà. Donc, ok, on va aller sur une 30. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les 89 autres minutes? Tu dois travailler sans ballon. Et ça, les joueurs, ils sont en train de l'emmagasiner. Et je vois des joueurs qui prennent du plaisir à défendre. Moi, je vois des séquences où tu as Barcola qui va arracher des ballons. Pas plus tard que dimanche dernier, je vois Désiré Doué qui va prendre un ballon à Ryan Cherki. Alors que tu pourrais te dire, Désiré Doué, joueur milieu offensif et tout, il n'est pas forcément intéressé par ça. Et ça, c'est une attestation de que les joueurs prennent de plus en plus de plaisir à ce que demande leur coach. Et pour trahir complètement les secrets de la voiture, Elton m'a dit qu'il était très perturbé, justement, parce qu'il retrouvait des similitudes entre ce Barça 2015 et le PSG de 2025. Bien sûr, les joueurs ne sont pas les mêmes et l'idée n'est pas de comparer, je sais pas, un Ousmane Dembélé à un Lionel Messi. C'est absolument pas ça l'idée, mais c'est de voir qu'il y a des mécanismes d'équipe qui sont peut-être similaires. On en vient justement au débat que je voulais aborder, et tout à l'heure je t'ai un peu coupé là-dessus, Elton, sur l'aspect révélateur. Le Paris Saint-Germain va jouer donc les Reds, va jouer Liverpool, une des, voire la meilleure équipe du championnat d'Europe depuis le début de la saison, meilleure équipe de Première Ligue, ça, il n'y a pas de doute. Et depuis 2 mois et demi, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de pondération, Yacine, des performances du Paris Saint-Germain en disant c'est que contre Brest, c'est que de la Ligue 1, c'est que de la Coupe de France. Manchester City, ils ne sont pas en forme. Stuttgart, vous avez vu Stuttgart, Salzbourg, ils sont même pas dans le top 30 de la Ligue des Champions. Est-ce que tu entends ce refrain-là et est-ce que justement, est-ce que si le Paris Saint-Germain échoue face aux Reds, toutes les personnes qui auront dit ça auront raison?
Alors, je l'entends, oui. Je le comprends même. Mais non, elles n'auront pas raison parce que, en fait, c'est toujours la même chose. C'est où en est le projet, avec qui et comment si tu dois être éliminé, comment tu es éliminé. C'est-à-dire que si tu joues pas le match, si tu as peur, si tu prends 3-0 au Parc et 4-1 à Liverpool, mais évidemment qu'il y aura des choses à remettre en question. Maintenant, sans tout remettre en question d'ailleurs, hein, mais il y aura quand même des choses à analyser. Maintenant, si admettons, pour caricaturer, si tu fais 1 au Parc, tu perds 2-1 à Liverpool, que tu as existé les 180 minutes, que tu as une équipe qui est très jeune, qui va donc apprendre de ce match-là, que tu as regardé Liverpool dans les yeux. En fait, il n'y a pas de honte à être éliminé par Liverpool. Il ne faudra pas tout remettre en question. Ça fait partie de l'apprentissage. Là aussi, si on avait une équipe à la moyenne d'âge de 29 ans, je tiendrais peut-être un autre discours. Tu as une équipe à la moyenne d'âge de 22, 23, je ne sais même pas. À part Marquinhos et un ou deux joueurs, tu n'as que des très jeunes joueurs. On voit que Vara, il a 23 ans, c'est presque l'ancien de l'équipe. Dembélé aussi, qui a 28. Ouais, tu as Dembélé, Ruiz et Marquinhos, en gros. Quoi. Mais donc, ça fait partie de l'apprentissage. Donc moi, je ne le vois pas comme un révélateur. Je le vois comme... pas révélateur, mais un test, un bon test. Voilà. On voit où on en est dans notre progression. On voit qui on est capable d'aller titiller, à qui on peut poser des problèmes. Une équipe qui est quand même en forme depuis le début de saison. Mais quel que soit le résultat, moi, c'est plus la manière qui va m'intéresser que de dire... Ah, si tu passes pas ce test et on va tomber dessus et dire bah vous voyez, dès que c'est Liverpool, t'es éliminé. Ouais, mais comment t'es éliminé? Je veux dire, Liverpool, ils ont éliminé des gros d'Europe sur les 5 dernières saisons et on n'a pas tout remis en question non plus. Donc voilà. Sur la pondération, Elton, alors certes, le Paris Saint-Germain a joué des équipes de Ligue 1, hein, c'est vrai, puisque ils sont en Ligue 1, spoiler. Mais à côté de ça, donc t'as Stuttgart, top 4 Bundesliga. Manchester City, où tu es mené 2-0 chez toi à la 50e. Tu joues 3 fois Monaco, qui était en 16e de finale de Ligue des Champions. Tu joues 3 fois Brest, qui était en 16e de finale de Ligue des Champions. Tu joues Lyon, qui est qualifié top 8 Europa League. Lille, qualifié top 8 Ligue des Champions. Ça va, ils n'ont pas joué Toulouse, Angers pendant 2 mois et demi. Quoi. Non mais attention, Romain, je vais pas te vendre une moto volée, je vais pas t'expliquer que le PSG est devenu la meilleure équipe au monde sur ces 2 derniers mois. Évidemment, il peut y avoir notamment une forme de pondération par rapport à ça, parce que là, pour le coup, c'est se positionner et dire que le PSG est la meilleure équipe au monde depuis 2 mois. Ça n'est pas vrai. Pour autant, moi, je peux pas m'expliquer le fait qu'on puisse relativiser ce qu'on voit du côté du PSG à partir du moment où il y a ce type de performance avec de la récurrence. Et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un raccourci qui peut être facile et bête. Parce qu'en fait, si on n'a pas envie de voir un processus, si on n'a pas envie de voir un travail qui est fait avec continuité, avec qualité, avec efficacité, c'est qu'on le fait vraiment exprès. Et je te dis ça, Romain, mais Liverpool en a été victime. Liverpool, en début de saison, quand on expliquait qu'il y avait une montée en puissance de Liverpool, quand on voyait qu'il y avait Arne Slot qui avait vraiment mis sa patte, notamment tactique, on nous expliquait au cours du mois d'octobre, novembre, et ben maintenant on va voir Liverpool durant leur calendrier face à Manchester City, face à Arsenal, face au Real Madrid. Il s'avère qu'ils les ont tous tapés. Mais je ne pense pas que Liverpool soit devenu une meilleure équipe après avoir battu Manchester City et Real Madrid. Non, Liverpool a capitalisé sur quoi? Sur ce qu'ils avaient fait auparavant, sur les 2 premiers mois de compétition, ce qui leur a permis d'arriver avec confiance en leur football. Et face au Real Madrid, face à Manchester City, en finale, on était dans une certaine continuité. Alors oui, ces matchs ont été des marqueurs importants de la saison de Liverpool, mais enfin... Ils n'avaient pas attendu ces matchs-là pour être une bien meilleure équipe que les 2 équipes que j'ai citées. Et moi, je me retrouve dans ce même cas avec le PSG, à savoir qu'aujourd'hui, ils peuvent capitaliser sur ce qu'ils font de bien. Maintenant, le problème du côté du PSG, c'est qu'ils vont affronter une équipe comme Liverpool, qui est la meilleure équipe européenne cette saison. Est-ce que pour autant, ça va, entre guillemets, contrebalancer ce qui a été fait auparavant? Non, parce que c'est avec des champions. Encore une fois, il faut faire un distinguo sur avec des champions. Je dis toujours, c'est la compétition du momentum, de l'irrationnel. La Ligue des Champions, c'est une compétition où Divock Origi te met un double en demi-finale de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est une compétition où l'année dernière, Rossellou te met un doublé en demi-finale de Ligue des Champions.
C'est pas pour autant que Rosselló et Divock Origi, que ce soit pour le Real Madrid et pour Liverpool, étaient des joueurs phares de ces équipes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Justement, si on passe à Liverpool, alors je reste sur mon idée de contre-pressing. Le Paris Saint-Germain a beau être performant, il va avoir face à lui une des équipes, Yacine, peut-être les plus performantes dans ce registre-là, qui en a fait une véritable marque de fabrique, une véritable identité, c'est le mot. Ouais, parce qu'ils ont des milieux qui sont très performants, qui emmènent les autres avec eux, parce que défensivement, ils ont retrouvé une solidité aussi, Liverpool. Le charnière Konaté Van Dijk, c'est une très très bonne saison de la part. Ça va. Parce que devant, ça travaille. Effectivement, après, la seule différence, c'est que je pense qu'il y a une similitude avec le PSG là-dessus. La seule différence, c'est que je pense que Liverpool est plus à même à un moment donné de se repositionner bloc bas et d'attendre que le PSG de le faire. Liverpool sera peut-être moins en difficulté s'il décide à un moment donné dans le match de dire bon, vas-y, on va un peu se calmer, on va défendre. Ouais. Bon, on va se mettre un peu bloc bas, on va leur laisser le ballon. Que le PSG faire ça, je les vois moins être. Je les vois, moins le faire, 2, être moins performant. Et donc Liverpool est capable de faire les deux. Et à un moment donné, malgré tout, et c'est peut-être leur avantage de pouvoir dicter le tempo du match, c'est-à-dire qu'on peut dire on va aller contre-presser et ça va harceler d'un côté à l'autre et dire à un moment donné hop, stop. Les gars, on va se remettre un peu dans nos 30 mètres, dans nos 40 mètres. Laissez-leur le ballon, laissez-les faire tourner parce qu'en même temps, on va un peu les aspirer. Et là où Liverpool est aussi très performant, c'est dans la transition. Donc, je pense qu'il y a une similitude dans le contre-pressing. Liverpool est très très performant là-dessus. Et j'insiste sur le rôle des deux milieux, Gravenberch et McAllister. Mais Liverpool est aussi capable d'être plus bas et de se projeter très vite sur les transitions. Ouais, je suis totalement d'accord là-dessus, à savoir que Liverpool a un côté beaucoup plus caméléon et qui aboutit depuis 5-6 ans, parce que moi je me souviens des séquences, la finale 2019 contre Tottenham où ils ont été capables de faire de la défense placée pendant 80 minutes parce qu'ils avaient marqué à la première minute. Je n'oublie pas que contre le Real Madrid, ils gagnent 2-0, mais ils avaient été capables de faire ça. Donc ils sont capables justement d'enchaîner plusieurs choses à l'intérieur même d'un match, alors que du côté du PSG, parce que tu as lancé un nouveau projet, tu n'en es pas à ces considérations-là. Et c'est vrai que notamment sur la manière de presser, alors c'est pas le Liverpool qui pouvait presser de manière entre guillemets barbare sur Jürgen Klopp, mais c'est entre guillemets un peu plus rationnel avec Arne Slot, parce que c'est un coach néerlandais, la maîtrise des espaces on connaît, donc on est un peu plus rationnel, mais c'est un pressing qui n'en est pas moins compétitif, c'est tout le contraire. Donc ça va être au PSG de trouver les armes pour déjouer tout ça. Côté parisien, est-ce que ça a déjà affronté une charnière du niveau de celle de Van Dijk et Konaté cette saison et une arme offensive de la force de Mohamed Salah cette saison? On a l'impression que c'est une colonne vertébrale. Tu as parlé du milieu de terrain, mais cette charnière, ce milieu qui va vers l'ailier Salah, qui est sur une des saisons de sa vie et qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. À partir du moment où il y a de la récurrence, je ne sais même plus si on peut dire marche sur l'eau, puisque c'est son niveau depuis le début, c'est pas juste sur une période. C'est ça qui est aussi dangereux avec cette équipe-là, c'est qu'elle peut te contenir, mais elle peut te punir aussi parce qu'elle a un mec devant qui fait le taf, quoi, et qui écœure tout le monde depuis le début de la saison, quoi. Ouais, clairement, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier sur la défense et le milieu, je pense que le PSG va passer un test athlétique parce que je pense qu'il y a déjà pratiquement aucune équipe en Europe de toute façon qui a cette dimension athlétique sur ces 4 joueurs-là. Et le carré, Van Dijk, Konaté, McAllister, Gravenberch. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, tu vas passer un test entre guillemets parce que tu n'as jamais affronté des joueurs de qui ont cet impact-là. La deuxième chose et qui va être intéressante, c'est qu'on parle beaucoup de Salah, mais là où avant les équipes en fait isolaient les joueurs de côté pour aller les chercher, etc. Je trouve que Liverpool a quand même un jeu et une construction qui est très axiale au départ. Et en fait, on parlera aussi des deux latéraux parce que y a des choses à dire. Mais le fait qu'il y ait moins d'imprévisibilité sur les côtés, parce qu'avant il y avait Salah et Mané. Mais en fait, il y a Salah sur un côté, mais l'animation du jeu de l'autre côté, c'est plus la même. C'est-à-dire que tu peux pas te positionner, tu sais, de façon cohérente ou basique, on va dire, tu sais, à droite, à gauche, on bloque et tout, parce que en fait, ils attaquent pas de la même façon à droite et à gauche.
Donc dans ton positionnement, ça alterne beaucoup entre l'ailier gauche et le 9 également. Voilà, et il y a cette construction qui est axiale au départ qui peut poser problème parce que si tu viens trop vite resserrer, bah c'est là où tu vas te retrouver à te faire prendre. Donc je trouve que Liverpool, et on parlait de projet PSG, mais Liverpool depuis Klopp, il y a des vraies évolutions dans les saisons, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a la transition, tu sais, le football de Klopp, après il y a cette recherche un peu plus de possession, après il y a ce contre-pressing. Aujourd'hui, je trouve que c'est une équipe, pour moi, hein, qui fait le mieux plein de choses en Europe. C'est pas que c'est la meilleure équipe d'Europe, enfin sur la saison ouais peut-être, mais c'est vraiment l'équipe qui sait faire le plus de choses différentes dans un match. Parce qu'on se rend compte, là, moi je fais l'accent sur Van Dijk, Konaté, on t'a parlé de Gravenberch, McAllister, on parle de Salah, mais effectivement on peut parler d'Alexander-Arnold, on peut parler de Luis Diaz, on n'a pas encore parlé de Szoboszlai également. Et du banc de touche. Et le banc de touche pour pouvoir potentiellement aider. On a l'impression qu'effectivement il y a Salah, forcément, et on va en parler, mais il n'y a pas que Salah, il y a plein d'armes différentes. Non, il n'y a pas que Salah, d'ailleurs on l'a vu récemment contre Newcastle où Mohamed Salah dans l'absolu n'a pas marqué. Donc on voit des joueurs qui sont capables de se distinguer. Tu l'as évoqué, Szoboszlai, Luis Diaz, Alexander-Arnold, même un Curtis Jones qui avait été déterminant face au Real Madrid. C'est à force qui joue plus ailier gauche, mais une genre de faux ailier. Hein, il peut jouer ailier gauche comme il peut jouer limite avançante, comme on l'a vu face à Manchester City, parce que dans les animations flexibles du côté de Liverpool, là où tu peux avoir un avantage, c'est que tu peux compter sur la qualité des profils qui sont capables de faire plusieurs choses. Ils ne sont pas unidimensionnels. Et ça, c'est ce qui rend Liverpool beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dangereux. Et ça, c'est incarné par des joueurs autres que Mohamed Salah. Parce que, évidemment, Mohamed Salah, il magnifie la performance collective, mais il magnifie la performance collective. C'est-à-dire que dans performance collective, on a un 11 de départ qui est limite interchangeable. Alors bien évidemment, si Van Dijk il est absent, c'est quand même dommageable. Si Mohamed Salah, il est dommageable, mais on comprend l'idée. Je fais la meilleure série de Liverpool durant l'automne dernier, c'est sans Alisson qui s'était blessé. Et c'était avec Kaomin Kelleher. Et Alexander-Arnold avait été dans le groupe contre le Real, mais était trop juste pour débuter. Conor Bradley avait été très bon ce soir-là. Donc on voit une équipe avec des joueurs qui respirent la confiance et qui sont sûrs de leur football. Est-ce qu'il y a un doute sur la forme récente? Alors, ça c'est un peu, c'est revenu avec la victoire à Manchester City et celle contre Newcastle, mais juste avant, il y avait ce match nul contre Everton. Il y avait le match nul contre Aston Villa également. Il y a eu quelques petits doutes. L'élimination en Coupe de la Ligue, notamment. Il y a eu aussi une défaite en Ligue des Champions, même si c'était avec une équipe bis lors de la dernière journée. Est-ce que ça a amené quelques doutes, tu penses, ou les gages de confiance du début de saison sont trop importants pour que ça ait eu un impact? Moi, je pense que ça n'a pas eu d'impact parce qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est la confiance que tu as gagnée avant. Et on n'est pas dans des matchs qui sont où tu prends des points parce que tu as de la réussite ou parce que tu as un peu de. Enfin, il y a des faits de jeu qui tournent en ta faveur. Tu prends les points parce que tu es au-dessus des autres. Donc, cette période-là, je pense pas qu'elle te marque parce que tu as des certitudes d'avant. Il y a une deuxième chose, c'est que on sait que c'est impossible pour une équipe d'être régulière du début à la fin de la saison. Tu sais que tu vas avoir un trou. Et on voit bien en fait qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu vois, on parlait du PSG tout à l'heure, en plus ça permet de comparer, mais le début janvier, dans le jeu, physiquement, dans le jeu, dans les aussi, il y avait des choses. Et c'est à peu près la même période pour Liverpool. Liverpool a juste la chance de pas jouer déjà qualifié. De pas jouer un 16e. Ben voilà. Donc ils ont 2 matchs en moins, mais ils vivent la même période parce que je pense que là, il y a automatiquement une gestion des coachs dans les temps de jeu et tout, mais des joueurs aussi. Et malgré tout, Liverpool, même s'il y a un banc de touche, etc., il y a une grosse partie où ils ont quand même enchaîné avec la même équipe, à un joueur près. Alors que Luis Enrique fait beaucoup tourner. Et là aussi, il était obligé de connaître un creux athlétique. Le truc, c'est toujours de le connaître au bon moment. Eux, ils ont eu la chance d'être déjà qualifiés très vite en Ligue des Champions et de pouvoir le connaître un peu début janvier parce qu'ils avaient fait le trou. Voilà. Et le seul, en fait, finalement, hic, quelque part dans leur saison, même si c'est léger, mais c'est l'élimination en Cup. Parce que tu as un match de Cup qui tombe à ce moment-là, au moment où tu n'es pas bien et tu te fais piéger par Plymouth. Mais voilà. Je dis League Cup, mais non, c'est Cup. Parce qu'en fait, League Cup, ils ont perdu un match contre Tottenham à l'aller et ils l'ont rattrapé au retour où ils ont gagné, donc ils sont qualifiés pour la suite. Tu penses que les erreurs de parcours qu'il y a pu avoir là sur mois de janvier, début février,
c'est des épiphénomènes qui en fait ont été rassemblés à peu près au même moment, ou tu vois une tendance, un mini syndrome qui serait plutôt logique d'une équipe qui se découvre, puisque c'est la première année d'un nouveau coach. Oui, après, Yacine, il a raison. Et moi, je m'étais fait un peu astiquer là-dessus, notamment sur Génération After, quand j'avais parlé de coups de moins bien du côté de Liverpool. Il faut aussi quand même contextualiser la saison de l'excellence, surtout avec ce football de plus en plus énergivore, avec beaucoup plus de matchs. Ça n'existe pas. Et donc, il peut y avoir des faits ponctuels où tu peux être un peu plus dans le creux. Parce que pour moi, mon bilan de Liverpool sur cette dernière semaine de compétition, c'est qu'ils sont un peu moins extraordinaires, un peu plus ordinaires. Mais ça, faut quand même. C'est déjà quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'à côté de ça, ils sont partis gagner à Bournemouth. Ils sont capables de gagner à Manchester City. Ils sont capables de gagner à Brentford. Ça reste quand même des performances de grande qualité. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de sorties de route. Enfin, de sorties de route, parce que, encore une fois, en première ligue, ils n'ont pas perdu. La sortie de route principale, c'est en Cup, où ils avaient fait quand même tourner. Donc, ouais, c'est vrai que là, ils arrivent dans une période où c'est un peu moins abouti qu'en octobre dernier. Et ça reste une équipe compétitive. Ça reste une équipe compétitive qui sera prête pour la bataille, qui sera prête pour aller chercher la première ligue, ainsi qu'une finale en Carabao Cup. Et on va voir donc ce que vous allez nous dire sur les pronostics de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On fait ça avec Winamax, on vous le rappelle, jouer comporte des risques, on fait attention aux mises que l'on met. Vous voyez, c'est inscrit sur le bandeau jaune qui est juste en dessous de moi. Considérez que chaque mise que vous faites est une mise perdue. Voilà, c'est comme ça qu'on doit aborder les paris sportifs. Je remercie Winamax et on remercie Winamax avec le Club des 5 qui nous aide depuis tant d'années et qui nous permet de faire des contenus, de faire des previews que vous pouvez potentiellement aimer. Si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un avec le code promo qui sera inscrit en description. Justement, sur les pronos de cette rencontre, on a choisi chacun un prono. Il y en a qui sont partis sur un pronom sur la double confrontation. Il y en a qui sont partis sur le match simple, le match aller, donc le Paris Saint-Germain Atlético. On va commencer par toi, Yacine, parce que toi c'est un prono sur le match simple. Alors tu nous as pas mis que ton match nul classique. Il a fallu que tu nous mettes un score en plus. Ouais, parce que en fait, je suis obligé de tenir compte. J'ai mis un partout parce que en fait, je suis obligé de tenir compte du fait que c'est une confrontation aller-retour et même si Luis Enrique il aime bien dire on va faire ce qu'on sait faire, tu joues quand même Liverpool et t'es obligé de prendre en compte que tu vas aller là-bas dans une semaine, enfin dans 6 jours. Il y a une deuxième chose, c'est que il y a plus cette obligation de ne pas prendre de but à domicile. Et que sur un match aller, je pense que Liverpool est un peu dans la même configuration. C'est-à-dire que est-ce que tu vas venir. Est-ce qu'un partout, ils vont essayer à tout prix d'aller chercher le 2-1 voilà, je pense pas. Parce que tu sais qu'après, tu reçois à domicile avec l'ambiance d'Anfield, etc. Donc voilà, je pense que c'est un score qui me paraît un peu. Enfin, je trouve que la cote elle est bien élevée pour un score. 6,25. 6,25 la cote du 1 partout entre le PSG et Liverpool. Parce que j'ai pas dit 4-4 ou 5-5. 6,25 pour cette cote-là, donc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. C'est la cote de Yacine. Moi, j'étais parti l'année dernière, j'avais dit ça sur les matchs du PSG. J'avais dit que quand elle était à la fin du match aller, on était à la deuxième mi-temps sur 4. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on va reprendre le leitmotiv pour cette saison. Je vous donne le mien de prono parce que moi aussi c'est sur le match aller. J'ai mis un buteur un peu original. Vitinha, je trouve que le but de Vitinha à 5,80 est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que Vitinha tire les pénaltys pour le Paris Saint-Germain. Si jamais il y a une erreur d'inattention dans la surface, il peut être amené à potentiellement convertir un pénalty. Et puis Vitinha, l'année dernière, il a mis des buts dans le jeu également, notamment en Ligue des Champions. Elton, tu te rappelles des matchs face au Barça Ah ouais ? Ouais, à l'aller et au retour à chaque fois. Et Vitinha dernièrement, alors là sur les 2-3 derniers matchs, il a un peu moins joué parce que Luis Enrique l'a un peu fait souffler. Mais sinon, sur les matchs d'avant, il retrouvait cette envie de tirer de loin. Pour moi, c'est un peu la variable de savoir si Vitinha va bien, c'est savoir s'il tente des frappes de loin. Quand il tente des frappes de loin, c'est que physiquement il est au point. S'il tente pas et qu'il revient, c'est qu'il a des petites gênes. Donc là, il l'a fait dernièrement. Une frappe de loin de Vitinha, c'est pas mal. C'est plutôt cadré la plupart du temps. Donc le but de Vitinha à 5,80, je l'aime bien. Voilà. Et Elton, il part sur la qualif. Ouais. Qui tu nous as choisi ? Je vais du côté du
Paris Saint-Germain. Qualif du Paris Saint-Germain pour toi. Exactement 2,50. 2,50. Pourquoi? Benfica, Atlético, Real Madrid. Ce sont les 3 équipes qui, sur les 20 dernières années, ont sorti Liverpool avec un retour à Anfield, en Ligue des Champions. Donc voilà la performance qu'attend le PSG. Benfica, c'était en 2006, Atlético 2020 et Real Madrid en 2021, quart de finale en retour. Donc voilà ce qu'attend le PSG, parce que quand on parle de Liverpool, en général, retour à Anfield, ça se passe... C'est une petite formalité, souvent. Ça se passe souvent bien pour eux, sauf sur ces cas précis. Et je te dis, sur ces cas précis, il y a eu une prolongation pour Atlético et le retour 0-0 face au Real Madrid. Mais c'était Real Madrid. Donc c'est une performance d'envergure qui attend le PSG, mais je suis quand même confiant pour le PSG sur sa capacité à éliminer Liverpool. Et moi, je vais sur un scénario où ils peuvent faire le travail à l'aller et souffrir au retour, mais quand même passer. Donc c'est pour ça que la cote est quand même très intéressante. C'est pour ça que je suis allé de ce côté-là. Et c'est pour ça que je me dis PSG 2,50. 2,50 la qualification du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'elle n'est pas super élevée. 1,50 la qualif de Liverpool. Bah, ça se resserre un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Winamax, on peut voir qui a misé, combien de personnes, combien de pourcentage de mise il y a. Et on est à 56% pour Liverpool, 44% pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tous ceux qui parient sur Winamax, ils sont assez partagés entre la qualif de Liverpool et la qualif du Paris Saint-Germain. Souvent, quand tout le monde est partagé, c'est que ça devrait être un flip. Donc on devrait avoir des cotes à 1,80, 1,90 des deux côtés. Là, on a une cote à 1,50 pour Liverpool, 2,50 pour le Paris Saint-Germain. La qualif du PSG, c'est le prono d'Elton qui, vous vous en doutez, avait juste peur que Yacine et moi lui cassions la gueule s'il mettait autre chose. Voilà. Merci Yacine, merci Elton pour cette preview. Merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Je ne sais pas si on sera là pour débriefer le match du Paris Saint-Germain face à Liverpool mercredi soir. Si c'est le cas, il y a moyen que ce soit un débrief nocturne. Voilà. S'il se passe quelque chose de sympa, il y a moyen qu'il y ait un débrief nocturne dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne du Club des 5, bah déjà abonnez-vous. Et puis, ceux qui sont abonnés, mettez-vous la petite cloche. On sort. De toute façon, les vidéos qu'on sort, c'est des previews, c'est quelques vidéos d'actualité de temps en temps. Et sinon, c'est des grands entretiens. On ne va pas vous abreuver et mettre des vidéos tout le temps. Donc, ça ne va pas vous faire des notifs de trop, quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifs du Club des 5, et notamment quand on sort des vidéos un peu plus tardives, comme là on va peut-être le faire pour le match du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Ça se trouve, s'il y a un cataclysme, on va peut-être le faire mardi soir aussi. On va voir, parce qu'il y a des trucs qui se passent mardi soir également. Donc on verra. Restez actifs sur la chaîne du Club des 5. Merci Yacine, merci Elton. Passez une très très belle journée et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde.